bonsoir. Excusez-moi de me présenter comme ça devant vous, dans cet état un peu cathodique. Mais à force de faire de la télé, on a du mal à se débarrasser de son image. Eh oui, c'est... Oh là là! Vous avez vu ce qu'ils font en cire maintenant? C'est extraordinaire, ça, la précision des détails. Ça a dû leur coûter la peau des miches en cire. Ou alors, ils ont récupéré un vieux stock de cierge de Lourdes, qu'ils ont fondu, moulé, en laissant juste dépasser une mèche pour faire la zigounette. Et... Vous savez quelle est la mèche que je l'allume, la grosse bougie? Non mais c'est pas fini, oui. Ah! Attends, tu vas voir. Attends. Ah non, pas ça! Ah si, tiens, je vais me gêner. Non! Tiens. Non mais, on n'est pas venu au théâtre pour se laisser envahir par la télé. Allez hop, au placard. Oh mais, c'est vrai ça. Non, parce que la différence entre le théâtre et la télévision, c'est que le théâtre, on y va parce qu'on a envie d'y aller, alors que la télé, elle est chez nous. Puis même quand on n'a pas envie de la regarder, ben elle est là. C'est pas beau une télé éteinte, hein, avec son grand hublot tout gris. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on rentre du boulot, ben pour décorer, on l'allume, et on zappe, pour essayer d'éviter l'émission la plus con. À cette heure-là, c'est pas facile, hein. Zap. Oh, un jeu. Zap. Oh, un jeu. Zap. Oh, la série comique. Bon, c'est pas qu'on ait vraiment envie de la regarder, mais il n'y a rien d'autre. Puis c'est reposant, il n'y a rien à comprendre. Ils nous disent même quand il faut rire, des fois qu'on serait trop cons pour le savoir nous-mêmes. Vous avez remarqué, c'est toujours les mêmes rires en plus. Hein. Toujours les mêmes rires, préenregistrés, rajoutés au montage, que ce soit dans Hélène et les caleçons, le miel dans les oreilles, ou les boudins d'à côté. Puis alors, ils n'ont que 3 sortes de rires. Ils ont le petit rire, le gros rire, le rire moyen. Et vous vous rendez compte? Si jamais la télé décide de faire du théâtre, vous aurez droit qu'à 3 rires. Hein. Ils vont vous jouer Hélène dans le miel d'à côté en 4 actes, et vous serez les premiers baisers. Faut qu'on s'entraîne, mes enfants. Tiens, on va voir comment ça fait, la télé au théâtre. Moi, je vais vous faire Hélène. Non, on va pas attendre que les cheveux poussent, on va le faire tout de suite. Et vous allez me faire les rires préenregistrés, rajoutés au montage. Alors attention, quand je vous fais ça, vous me faites le petit rire. Petit rire, c'est... Attention. Impeccable. Quand je vous fais ça, vous faites le rire moyen. Le rire moyen, c'est... Non? Super. Et alors, quand je vous fais ça, ça c'est le gros rire. Le gros rire, ça va comme ça. Faut faire le claquement de cuisse en même temps. Hein. Ah oui, c'est important parce que les acteurs, la télé, ils sont pas habitués. Faut leur montrer qu'on a compris que c'était drôle ce qu'ils font. Attention. Super. Bon alors, c'est la scène où Hélène arrive au gymnase. Générique. Bonjour. Oh, Hélène. Oh, ben tu tombes à pic. Cri-cri d'amour vient de nous dire qu'il était amoureux. De qui? Ben de toi, idiote. Oh, mais alors, que va dire Nicolas? Oh, puis après tout, je m'en fiche. Oh, tu ne devrais pas jouer avec son cœur. Ce n'est pas un ballon. Non, mais il y en a 3 qui rient pas, au fond. Mais riez, merde. Il y a des auteurs qui se sont fait chier à écrire ça. Après ça, si ça fait moins de 40% d'audience, eh ben Hélène, hop, à la poubelle. Alors, quand elle a été bien assommée par la pub, bien abruti par les jeux et bien anesthésié par la série comique, eh ben on est prêt pour les actualités. Quand je pense
qu'il y a des parents qui interdisent à leur môme de regarder Robocop et Terminator parce que c'est trop violent, et qui les laissent regarder les actualités à l'heure du dîner. Non mais c'est dégueulasse, ces actualités, surtout à l'heure du dîner. C'est toujours quand vous avez un bon morceau de viande bien rouge dans la bouche, là, bien saignant, qui vous passe les images des victimes du dernier attentat. Ah, quand vous retrouvez votre appétit, il est minuit, hein. C'est l'heure du film porno. Et vous avez déjà essayé de manger une choucroute en regardant un porno. Ah, vous considérez plus votre Francfort du même œil, hein. Si jamais en plus il y a du baba au rhum comme dessert, vous piquez la saucisse, hop, elle saute dans le trou du baba. Voilà, moi je dis pour bien faire, il faudrait manger avant le journal. Comme ça, on n'aurait plus faim, il pourrait plus nous couper l'appétit et surtout nous faire avaler n'importe quoi. En particulier la nécrologie. Ah, le nombre de morts qu'ils arrivent à mettre dans chaque journal, c'est dément. Puis rien que des morts tristes. Bah, si au moins ils alternaient avec des morts gays, c'est vrai, ça pourrait passer, bon. Tiens, par exemple, après l'annonce d'un carambolage mortel sur l'autoroute, eh ben, il pourrait dire 2 squelettes sont sortis hier soir en vélo du cimetière du Père-Lachaise. Brusquement, l'un d'eux est retourné dans le cimetière, il en est ressorti avec 2 pierres tombales, et il a dit à son copain, eh ben, on a failli partir sans nos papiers. Ah. Ça, c'est gay. Et comme ça, tout de suite, sans transition, il pourrait passer à quelque chose de plus rude, dans le style, en concert à Düsseldorf, le leader du groupe de hard rock, les Fucking Destroy, s'est jeté du haut de la scène dans le public s'est poussé, volé, à mort. Et toujours sans transition, il pourrait passer à, par exemple, à la Scala de Milan, Pavarotti a essayé d'en faire autant, le public ne s'est pas poussé, 27 morts. Variété. Mais non, mais au lieu de ça, ils nous mettent des victimes par centaines. Et ça, 365 jours par an. Et comme il y a plus de 7000 chaînes de télé dans le monde, j'ai fait le calcul et ça fait un peu plus de 5 milliards de morts en une année. Et ils essayent de nous faire peur avec la surpopulation. Moi, je dis bonjour la dépopulation, ouais. Eh, si c'est vrai, tout ce qu'ils disent à la télé, alors il n'y a plus qu'un truc pour nous en sortir. Éteignez le poste et faites des mômes. Ah, t'as aimé ça, hein, le coup du blaireau dans la taupinière. Oh oui, oh Gérard. Il s'appelle Gérard. Il est vendeur. Il est venu chez Arlette pour lui livrer une télévision. Puis cette télévision, il l'a branchée. Seulement l'écoute étant mauvaise, il a essayé de trouver la panne. Oh, ça a énervé sa cliente, qui s'est mise aussitôt à lui tripoter l'antenne sans prévenir. Et à lui brouiller l'écoute. Qui était déjà bien défectueuse. Ah, Gérard. Mais à ce moment, le mari d'Arlette, qui est un catcheur redoutable connu sous le nom de Godzilla, rentre plus tôt que prévu de la salle d'entraînement. Il introduit sa clé dans la serrure et la porte s'ouvre en grinçant de plaisir. Dans la chambre, les 2 amants sursautent. Les ressorts du lit aussi. Arlette! Oh, Gérard, c'est Godzilla, c'est mon mari. Arlette, où es-tu? Gérard, vite, cache-toi. Où? Arlette, tu as acheté un hibou?
Mais non, Godzi, chérie, non, non, non. Cache-toi sur le balcon. Puis, d'accord, je m'habille. Non, tu n'as pas le temps, allez. Et Arlette pousse Gérard sur le balcon qui heureusement, à cet endroit-là, fait saillie. Lui aussi. Godzilla entre dans la chambre. Arlette! Oh, Godzi, chérie. Mais tu m'avais pas dit que tu rentrerais tard de la salle d'entraînement? Oui, c'est vrai, mais j'ai levé les haltères un peu trop haut et elles sont restées encastrées dans le plafond. Alors, bah, comme j'avais plus rien à faire, je suis rentré à la maison. Et dis donc, qu'est-ce que tu fais toute nue à 5 heures de l'après-midi avec la fenêtre ouverte? J'allais prendre une douche. Ah bon? Une douche? On n'a pas de douche. On n'a pas de douche. Maintenant je comprends pourquoi cette odeur de sueur incessante. Mais ça t'étonne que je laisse la fenêtre ouverte, mais si tu veux, je peux la fermer, hein. Ouais, c'est ça, ferme-la. Et moi, je vais la rouvrir pour voir qui c'est qui est passé par le balcon. Non mais non, tu l'as ouvert dans le mauvais sens, Godzi. Oh, contrôle ta force, c'est tout cassé maintenant. L'autre, du coup, planqué derrière son volet, il se retrouve complètement écrasé contre un pot de cactus. Ah! Mais Godzilla ne l'a pas vu. Il est descendu par là, ce fumier. Je vais le rattraper. Pendant que Godzilla descend l'escalier, Arlette trouve la fenêtre et décoince son amant. Allez, hein, tire d'un coup sec, tire d'un coup sec. Passe-moi mes vêtements, vite. Non, tu n'as pas le temps, Gérard. Tiens, passe plutôt toi par ici. Descends vite, avant qu'il arrive en bas, et fuis. Non, mais, Arlette, mais je suis tout nu, je peux pas descendre, j'ai le vertige en plus. Non, Arlette, ne fais pas ça, ne me pousse pas, Arlette, ça va, Arlette, ne me pousse pas, je te dis, non, Arlette, Arlette, non, pas le pied sur la figure, Arlette. Bon, d'accord, Arlette, je descends, puis dès que je serai en bas, tu m'envoies mes vêtements, hein. D'accord, la vache, il commence à pleuvoir en plus. Ah, c'est bien ma veine, ça. Je suis tout nu sous la pluie, c'est droit. Oh, les nœuds. Oh, les nœuds. Arlette, mes vêtements. Salope! Faut que je mette quelque chose, vite. Ah non, ça me va pas. Bon, j'ai qu'à mettre ça ici comme ça. Il croira que je suis passé par là. Et heureusement, à ce moment-là, Gérard voit arriver toute une bande de jeunes en plein jogging autour du pâté de maison. Idée géniale. Il se joint à eux. Il était temps. Godzilla vient d'arriver au rez-de-chaussée. Où il est, ce salaud? Mais il ne voit que la pluie qui tombe sur un troupeau de joggeurs qui s'éloigne, avec au milieu d'eux Gérard qui court tout nu. Ah, les autres le regardent. Oh là, qu'est-ce que tu fous là, écran de mort? Oui bien, je cours. Je cours. Je fais du jogging avec vous. Oh là, ta mère en vend tous sur le crâne à Kojak. Pourquoi tu cours à Walpé? À Walpé? À poil, là, oui. C'est pour respirer mieux, voyez-vous, parce que n'y a pas que par la bouche qu'on respire, voyez-vous. Voilà, Mouloud, il respire aussi par le trou de balle. Pas du tout, vous racontez n'importe quoi. Absolument pas. Ouais, on respire aussi par la peau. Ouais, dis donc, je peux te demander un truc, là. Tu cours souvent avec une vodka. Une vodka? Vodka? Bon, ouais, une capote à préservatif, quoi. Si je cours souvent avec un préservatif? Oh non! Seulement quand il pleut.
Ouin et Spitzli sont en excursion sur le glacier d'Aletsch. Squitch, squitch, font les chaussures à pointe dans la glace. Paf, paf, fait le soleil sur le dos des marcheurs. Font les corneilles qui ont senti l'odeur du chocolat fondu dans le sac à dos d'Ouin. Les deux marcheurs arrivent devant une énorme crevasse. Oh. Garois, Ouin, ce panorama, mais c'est tip-top. Ah oui, hein. Ah, c'est joli, hein. Et Spitzli, il y a des icônes qui ont laissé leur matériel d'escalade là en place. Mais ça, c'est encore des ch'taux-fifres, là. Ou alors des alpinistes français qui viennent nous engnôler dans nos montagnes. Non, mais faut y être niaf tout de même. Ah! Et Ouin dérape. Il est happé par le gouffre, comme une gorgée de fendant par le gosier d'un douanier. Et il tombe. Ah! Aussitôt, Spitzli bondit. Mais il a fait exprès ce grand bœuf, ou bien. Le black a dérupé. Mais il a dû se biller la tête au fond. Ouais. Tu t'es fait mal. Je sais pas, je suis pas encore arrivé. Comment ça a été courte? Elle était pas courte. Oh, elle était pas longue. Bon, mais elle était pas courte. Je peux vous faire plus court, hein, si vous voulez. Vous voulez que je vous en montre une courte? Mais propre, hein. Attendez. Oui. Bien suivre, hein. Attention. Bonjour, monsieur le boulanger. Je voudrais un pain au chocolat. Un pain au quoi? Je vais faire plus simple. Non, je vais faire une courte simple, con d'ailleurs. Disons-le. Vous savez, c'est pas encore là. Deux grenouilles traversent la rue. Attention à la voix. Quoi? Bon, alors une courte et dégueulasse, alors. Bonjour, madame la crémière. C'est combien, là, demi-livre de beurre? C'est 6,40. Ah, et si je vous prends la motte? C'est ma main sur la figure. À plus court après, c'est la brève de comptoir. Alors, la brève de comptoir, comme son nom l'indique, se dit au bar, de préférence un peu... comme ça. Ou alors, mais là, parce que c'est les circonstances qu'ils veulent comme ça se dit aussi au buffet d'une mairie, après une grande défaite ou une grande victoire électorale. Par exemple, je prends une mairie au hasard. Écoutez, mais Édouard ne mettra jamais sa tête sur des timbres-poste. Il a trop peur qu'on lui lèche le cul pour 2,80.
Il y a son copain, vous savez, son copain qui est coiffé comme moi. Grand, avec une casquette en peau de fesse, vous voyez. Il rabat, il planque un peu. À tel point qu'il peut même pas faire des discours dans le vent. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Ah, il fait des très très brèves. Il n'a pas besoin d'aller dans un bar pour faire des brèves de comptoir. Il fait sans comptoir. Il passe juste devant l'Élysée. Il fait « Oh, téléphone, maison !» Allez, tiens. Bon, on va plutôt rester dans la brève de comptoir. C'est quand même... Ah, le spécialiste de la brève de comptoir, c'est Raoul le dégueulasse. Raoul, il trouverait n'importe quel prétexte pour aller au bistrot. Un soir, il sort de chez lui avec un panier à provisions, discrètement. Rosa, sa femme, l'entend sortir. Elle sort à son tour. Ah! Donc ça te va comme ça? Et moi je vais à la chasse. Tu te fous de ma gueule, t'as pas de fusil? Et je vais à la chasse aux escargots, dans le square. Tu parles? Tu vas encore aller te bourrer la gueule au bistrot du coin, ouais? La dernière fois, t'es sorti avec un sac à Adidas. T'as dit que t'allais faire du sport. T'es allé au bar du coin, et après ça, au bar d'en face. T'appelles ça du sport? Ouais, c'est des bars parallèles. T'en fous pas de ma gueule? Mais je me fous pas de ta gueule. Je t'ai dit que je vais à la chasse aux escargots dans le square. Ah, puis je risque d'en avoir pour un moment, hein. Ah bah ouais, l'escargot, c'est vif. Il n'y a qu'un truc pour l'attraper, un seul. Il faut lui tendre une feuille de laitue et lui sauter dessus au moment où il va bondir sur la feuille. Délicat comme travail. Ouais, et ben si jamais tu rentres tard et bourré, tu vas m'entendre chanter Ramonage. Non, non, je rentrerai pas tard. Je rentrerai pas tard. Il est parti, hôtel Grosse Vache. Et Raoul sort de chez lui. Et il entre dans le square où, sous la ramure, sur les plates-bandes, sur les pelouses, à la fraîcheur du soir, a étendu un épais dais de brume, comme un phoque londonien. D'où l'expression épais comme un phoque. Les petits gastéropodes sont sortis par centaines, dardant leurs yeux pédonculés, au bout de leurs grandes cornes, qui leur permettent de regarder au-dessus de la nappe de brume. Par ici, les petits escargots, venez ici. Venez voir tonton Raoul. Oh, ben ils sont pas tous sortis avec leur coquille. Tu vas attraper froid, toi. Ouais, c'est une limace, merde. Par ici. Et au bout d'une demi-heure, Raoul le dégueulasse a ramassé 8 douzaines d'escargots. Bon, eh ben moi, toute cette bave, ça m'a donné soif. 7h30, c'est tout? Oh. Mais j'ai le temps d'aller boire un coup au bar du Joyeux Toulousain. Et Raoul sort du square et il entre au Joyeux Toulousain où 3 ivrognes sont encore accrochés à leur verre. Salut tout le monde. Tiens, voilà Raoul. Alors Raoul, qu'est-ce que je te sers? Je te parle pas si fort, malheureux. Tu vas réveiller mes petits escargots. Ouais, toi, parle pas si près. Tu as la bouche qui sonne des pieds. Ah. Quand on a la bouche qui sent des pieds, c'est qu'on a les dents qui se déchaussent.
Allez, verse-moi un coup à boire. Et Raoul boit. Et il reboit. Il rigole avec ses copains. Et il reboit. Eh ben, patron, et qu'est-ce que t'attends? Remplis mon verre pour faire contrepoids avant que je tombe en arrière. Et, ben, il était temps. Ah, c'est pas une soif que j'ai, c'est un incendie de forêt. Mais comme je dis toujours, le feu au bois, le Canadair passe. Hé, messieurs, c'est ma tournée. Oui, mais c'est ta femme qui va t'en filer une de tournée. Tu as vu l'heure? Comment j'ai vu l'heure? 10h30. Ah, ouais. Ah, voilà, faut que j'y aille. Merde, mes escargots. Ah oui, mais dis donc. Si jamais Rosa a décidé de venir me chercher et qu'elle me voit sortir du bistrot, je suis foutu. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, tu as qu'à passer par la porte de derrière. Ah, ça, c'est pas con. Allez, poussez-vous du bastingage, vous autres, que j'accoste. Allez, quand même. Salut, compagnie, où est-ce qu'il y a un truc de derrière la porte? Ah! Oh, pardon, madame, c'était les chiottes. Ah, ben, j'étais par ici. Tu courais. Il va falloir que je trouve j'ai quelque chose, une idée pour me discuter. Pas un alibi, quoi. Qu'est-ce que j'ai dit à la grosse, Rosa? Ah oui, je sais. Je vais lui dire qu'à cause du brouillard, j'ai pas réussi à lire l'heure à ma montre. Eh ben, il y a qu'à me trouver une autre idée, ou je vous m'amarrer comme des baleines, vous autres. Je m'en fous, si elle me fout son poing dans la gueule, à Rosa, et moi je mangerai tous les petits escargots à moi tout seul. Voilà. Enfin, plutôt, je les goberai. Ouais, parce que quand elle m'aura foutu sa main dans la gueule, j'aurais plus une dent pour les mâcher, alors. Ah la vache! Et petits escargots! Oh! Sortez pas de vos coquilles, vous allez attraper froid! Ah, tu parles, les escargots, ils sortent tous du sac. Il y en a partout dans l'escalier. En entendant le vacarme, Rosa, elle sort de l'appartement. Elle arrive là, elle voit Raoul à quatre pattes. Les escargots plein les marges. Ah! Ça provoque un déclic dans le cerveau de Raoul. Il se tourne aussitôt vers ses petits escargots et leur fait « Allez, allez, dépêchez-vous, on est presque arrivé. » Excusez-nous, hein. Non, on est désolé, mais on est obligé parce que... Figurez-vous que... Excusez-moi. Oups, j'ai vu un truc, là, attendez, bougez pas. Excusez-moi, je suis obligé de me faire lever, hein, parce que... Bah oui. Non, mais excusez-moi, hein, je suis obligé de passer, ce qui m'a semblé... Non, je vous explique, c'est parce qu'il y a le magicien qui fait ses tours de magie pour les visiteurs du musée l'après-midi. Et ben, il a changé un spectateur en lapin. Alors maintenant, il y a sa femme qui le cherche au lapin, je vous dis pas. Excusez-moi, hein. Pourtant, vous avez des grandes oreilles, vous. Vous n'êtes pas un lapin? C'est votre femme? Vous confirmez? C'est pas un lapin? Non. Elle le regrette. Ah oui. Bon, mais dites donc, vous êtes presque coiffé comme moi, vous? Oui. Oh, il y en a un autre là-bas, regardez-moi ça. Oh, il y a un club, excusez-moi. Oh, c'est fabuleux, ça. C'est dément. Excusez-moi, hein, je vous dérange. Oh la vache, ça sent les aisselles ici. Vous n'entendez pas? Ça sent les aisselles. Mais non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Je me lave avec Pec Citron. Et avec Pec Citron, mes aisselles étincellent. Donc c'est pas moi. Oh oui, il est beau, hein. Oh, il est long, il est beau. Il part là, ce lapin, ça. Ah oui, dites donc. Ah, j'ai un club ce soir, regardez-moi ça. Venez voir avec moi. Venez voir. Ah, c'est fabuleux, ça. Hein? Allez. Vu de dessus, comme ça, pas penchez pas trop. Vu de dessus, on dirait un peu Claudia Schiffer allongée sur la plage. Bon, oui, laisse lapin, merci. Oui, laisse lapin, on va le trouver, hein, ce saloperie de lapin. Poussez les genoux, là, poussez les genoux. Mais il est là, ce con, il est là. Levez-vous vite, il est là. Non, c'est pas vrai, c'était une connerie.
Non. Ah oui, bah remarquez, pourquoi pas, hein. On est mieux là, hein. Ah oui, on est pas mal. Excusez-moi, madame, vous avez vos tickets, s'il vous plaît? Ah oui, au fait, où est-ce qu'il y a ces tickets? Ah. Qui ne peut pas rester là, tout le monde t'attend. Mais non, elle a qu'à raconter une histoire, la dame. Non, Oh bon, d'accord, bon, on va couper la poire en deux. Oh, bon, là, voilà. Ils sont désagréables. Allez, on va faire un jeu. D'accord? Allez, on y va. Jeu pour lui. Hop là. Alors, je vous explique. J'explique le jeu, c'est très simple. Vous allez me donner un mot, n'importe lequel, si vous passe par la tête. Ça peut être un nom commun, vous voyez, une chaise, un vélo, si vous voulez. Et à partir de votre mot, je vais essayer de démarrer sur une histoire. J'ai 15 secondes pour ça. Alors le public va compter, hein, 15, 14, 13. Ceux qui ne se rappellent plus, les autres soufflent. Hein. J'ai 15 secondes pour trouver une histoire à partir de votre mot. Si en 15 secondes, je n'ai pas trouvé d'histoire, eh ben, je vous donne un cadeau. Je vous donne une cassette ou un bouquin. Un des miens, tant qu'à faire. Allez, donnez-moi un mot. Chameau. 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ouais, j'en ai une. Il y en a plusieurs. Alors, il y a par exemple celle du mec qui est dans le désert et qui est là. Ouais, bon, c'est pas mal. Sinon, j'aime bien celle-là aussi. Bande de petits salopards. C'est Buzard qui est en poste, casque bleu, en plein désert. Tout. Salopard. Il y a la bleusaille qui arrive. Ah, bonjour, mon adjudant. J'ai une requête à vous adresser. T'as un bazooka? Non, une requête. C'est de l'humour militaire. Qu'est-ce que tu veux, salopard? Et vous? Mon adjudant, voilà. Vous voyez, avec les autres conscrits, on aimerait bien aller... pendant nos permes, on aimerait bien... Si vous ne nous accordez pas, on est tenté d'aller en fausse perme. Alors... Alors bon, on aimerait bien votre autorisation pour aller en ville. Salopard! Prenez le chameau. Ah, mais non, mon adjudant. Prenez le chameau et puis c'est tout. Ah non. Oh, bon Dieu. Et retourne au campement. Eh, les enfants, il a dit de prendre le chameau parce que... Oh non, c'est pas possible, on va pas prendre le chameau pour... Bah si, il a dit. Alors ils se relaient, ils prennent le chameau, tous sur des caisses, et hop, tac. Le pauvre chameau. Au bout d'une semaine de ce régime, militaire, il revient. Mon adjudant, non, on n'en peut plus, vraiment. Il faut qu'on aille sérieusement. Je t'ai dit de prendre le chameau, t'as pas compris? Tu veux que je te débouche les étagères mégots? Bon, ça va, mon adjudant. Il est en colère, il a dit de prendre le chameau. Et rebelote le chameau. Ils sont tentés de lui mettre du rouge à lèvres au chameau. Il y a une bosse sur le dos, il n'y en a pas là. Alors, bon, bah, au bout de 15 jours, il y en a marre. Ah, mon adjudant, là, on peut plus. Vous comprenez, on se farcit le chameau depuis 15 jours. Comment ça, vous farcir le chameau? Bah, vous nous avez dit de prendre le chameau. Mais non, prendre le chameau pour aller en ville, abruti. Alors voyons, tiens. Tiens, vous, hop. Hélicoptère. Hélicoptère. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il a gagné, bravo, on l'applaudit. Et voilà, vous avez gagné. Alors, cassette ou bouquin? Bouquin. Les deux. Non, pas les deux. Et s'il y en a un autre qui gagne, qu'est-ce qu'il a? Un bouquin, j'arrive. Ben voilà tout de suite, le bouquin. Ah, ah. Alors, comment c'est votre prénom, cher ami? Régis. Hop, quelle souplesse. Régis, bravo. Si vous voulez, vous m'attendrez à la sortie tout à l'heure. Voilà, je vous ferai une petite orthographe.
Bravo, on applaudit encore Régis. Ouais. Alors. Tiens, vous, monsieur, là, avec la cravate, donnez-moi un mot, tiens. Tambour. Hein? Tambour? Ah, c'est un mot, tambour? 15. Attends. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5... Hop, j'en ai une. J'en ai une. C'est dans le même régiment, hein, je vous dis tout de suite. En pleine nuit, le busard, il se lève, tout salopard. Bande de salopards. Je vais les tester. Tambour. Tambour debout. Le tambour se lève. Ah, qu'est-ce qu'il y a, mon adjudant? Je remets. Tambour debout. Roulement de tambour, réveillez-moi tout le monde. Bien, mon adjudant. Bam, bam. Tous les légionnaires se lèvent. Tout le monde à poil. Tout le monde est à poil. Tout le monde se déshabille et tout. Vous le tambour aussi. Ah, mais mon Dieu, cette pratique. Déjà que j'avais la baguette ouverte, alors, ça ira plus vite. Déshabille. Pose ton tambour, tu y touches plus. Mon Dieu, maintenant. Quand il y a un peu dans le désert la nuit. Bon, il arrive au premier légionnaire. C'est genre Schwarzenegger. Bien velu et tout. Bon, on va voir. Il prend sa cravache. Schlac, schlac sur la poitrine. Quelques poils. Tout. Alors, salopard, je t'ai fait mal? Nein, mon adjudant. Pourquoi? Je suis un légionnaire. Bonne réponse. Au suivant. Là, c'est carrément Rambo. Chat, paf, dans la gueule. Je t'ai fait mal? Oh non, mon adjudant. Pourquoi? Bah, je suis un légionnaire. Oh. Bonne réponse. Allez, salopard, c'était dur. Oh, le tambour, j'ai encore rien fait. Oh, top. Et le tambour, il voit que le tambour, il a une zibounette, toute droite comme ça. Tout, tambour. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tout, salopard. Avec la cravache. Cela. Ah ouais. Il se fout de ma gueule. Stein. Ah ouais. Je t'ai pas fait mal. Ah non, mon adjudant. Pourquoi? Parce que c'est pas la mienne, c'est celle du gars qui est derrière. Vous n'avez pas le lapin? Saloperie de lapin. Vous l'avez pas vu? Oh, c'est dément, ça. Ça va gueuler, elle va gueuler, la bonne femme, si elle ne retrouve pas son mari. Oh là là. Ah, mais ça, j'aurais dû inviter mon... J'ai un voisin, près de chez moi, dans la Creuse. Il a une ferme. Il est braconnier. Le salaud. Oh, l'autre jour, il va relever ses collets. Il trouve un garenne gros comme ça. Gros comme ça, le garenne. Ah ouais. Alors, il le prend, il l'emmène chez lui, puis en chemin, il croise 2 touristes hollandais en vélo. En voyant la taille du lapin, il s'arrête. Où vous avez attrapé gros lapin comme ça? Oh ben, c'est pas compliqué, hein. Je me mets devant un terrier, puis j'imite le cri de la carotte. Oh ja, c'est vrai. Oh, Gertrude, dat vind ik de heusste grovere. Pour avoir gros lapin comme ça, imiter cri grosse carotte, alors. Pensez donc. Me mets en face d'un gros terrier. Plus le terrier est gros, plus le lapin est gros. Ah, yo, petit terrier, petit lapin, gros terrier, gros lapin. Yo, oh, nous aussi faire pareil.
nous aussi chasser lapin comme ça avec Gertrude pour pouvoir manger beaucoup ce soir. Merci, danke, hop, et ils sont. Et le lendemain, dans le journal, on pouvait lire 2 touristes hollandais écrasés par l'express de Limoges à la sortie d'un tunnel. Dans l'express de Limoges, Agathe Merschmelot-Ginglard et sa copine Marie-Hélène de Burdèche papotent. Marie-Hélène est brune, elle a encore pas mal roulé pour ses 47 ans. Il faut dire que pour conserver à son visage l'éclat du neuf, elle se fait tous les jours un masque de boue aux algues épais comme un blinis. Seulement qu'en même temps, elle se fait une longue séance de bronzage aux UVA qui lui tanne la peau comme celle d'un vieux morse. Là, maintenant, elle a le corps tout bronzé et la tête blanche. Elle n'a plus qu'à se mettre un bonnet rouge pour ressembler à Cousteau en combinaison de plongée. Sa copine Agathe, elle a la cinquantaine, elle est rousse. Oh, elle a dû être très belle, très belle. Seulement, à force de fumer comme un remorqueur, maintenant elle a la voix de Rambo. Ah, puis elle a fumé comme ça. Tout le temps, ça lui a fait plein de petites rides autour de la bouche. On dirait un anus de rhinocéros. Elle se ferait bien faire un 4e lifting. Sinon, elle a déjà la peau tellement tendue que quand elle parle, elle a les seins qui bougent. Alors, Agathe est célibataire, plusieurs fois divorcée. Marie-Hélène est toujours avec Georges, qu'elle a épousé il y a 5 ans. Bon, le ménage n'a jamais vraiment très bien marché, oui, parce que chaque fois que Marie-Hélène fait quelque chose, Georges lui dit « Oh, c'est fou ce que tu me rappelles, ma mère !» Elle s'habille comme sa mère, elle cuisine comme sa mère. Quand elle lui téléphone, il répond « Allô, c'est toi, maman ?» Il ose même plus faire l'amour avec elle. Elle en a marre, Marie-Hélène. Alors elle est allée voir son psy, qui lui a dit « Chère madame, il y a une solution. Vous allez vous acheter et vous mettre des sous-vêtements affriolants. Et vous verrez, votre mari vous sautera dessus comme une bête en criant « Salope !» Alors Marie-Hélène se rend à Pigalle, chez un père marché, les mousquetaires de la fornication. Et elle achète une panoplie de domina. Panoplie qui comprend un soutien-gorge en sky noir, avec 2 clous, des porte-jartelles en caoutchouc noir, des barésilles noires, et un audacieux string noir en duvette d'indono. Ainsi équipée, elle attend Georges de pied ferme. À 20h pétantes, il rentre du bureau. Elle met le disque de Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Et elle s'avance vers lui. Oh, l'autre, il la regarde arriver comme ça dans ses sous-vêtements noirs, l'œil prêt à jaillir de l'orbite. Elle s'avance en ondulant du croupillon. Et brusquement, il lui dit « Mais chérie, pourquoi tu t'es habillée en noir? Ma mère est morte !» Alors, en entendant cette histoire, Agathe compatit. Elle dit à sa copine « Mais ma chérie, écoute, tu ne peux pas continuer de vivre comme ça, voyons. Tu vas finir avec des toiles d'araignée entre les cuisses. Tu dois prendre un amant. » Un amant? Oui, mais il faut que ça vaille le coup, écoute. Non, parce que ce n'est pas parce que mon mari me néglige que je suis tout de suite prête à n'importe quel petit coup de caleçon avec un ringard équipé d'un vermicelle de banlieue. Non. Moi, j'en veux un costaud, avec un démonte-pneu de chez Grizzly. Taille XL. Souvent, on commence à voir ça avant de connaître l'homme. Je ne peux tout de même pas leur dire bonjour comme ça.
Mais ma chérie, écoute, c'est pas difficile. Il faut regarder leurs pieds. Plus les pieds d'un homme sont gros, plus son bazar est beau. Ah bon? Alors Marie-Hélène commence à regarder les pieds des mecs qui passent dans le couloir. Et tout d'un coup, arrive le contrôleur. Mesdames, vos billets, s'il vous plaît. Agathe file un coup de coude à sa copine. Oh, le mec, il a des pieds comme ça. Il chausse au moins du 58. Marie-Hélène n'en revient pas. Elle saute sur l'occasion. Monsieur le contrôleur, écoutez, tout à l'heure, je crois bien que, en allant dans les WC, je crois que j'ai laissé tomber mon billet. Oui, oui, oui. On ne me la fait pas, moi. On va y voir tous les deux. Les deux copines se font un clin d'œil. Et Marie-Hélène emmène le contrôleur. Elle remonte le couloir, elle ouvre la porte des toilettes. Elle profite d'un carreau du train pour se pencher en avant. Et elle fait semblant de chercher son billet. L'autre derrière, il devient rouge comme un Hollandais sur une plage marocaine. Madame, madame. La Marie-Hélène se retourne. Elle le prend par la cravate, le contrôleur. Oui, madame, madame. Elle l'emmène dans les toilettes et claque la porte. Là, tourne le verrou, claque. Regarde ses pieds, fait. Oh, mais tu sais que tu m'excites, toi. Mais madame, madame. Et Marie-Hélène, schlac, une schlac, elle se retrouve toute nue face au contrôleur, à qui elle s'agrippe comme un koala à son eucalyptus. Elle lui enlève sa casquette, lui arrache sa veste, sa cravate, schlac. Alors l'autre, à bout d'excitation, il essaye de déboutonner son col de chemise. Oh, boudillou de boudillou. Mais dépêche-toi, dépêche-toi. Mais je me dépêche. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours pareil avec leur tenue à la SNCF. Les chemises 2 fois trop petites et les chaussures 3 fois trop grandes. C'est Noël. Le petit Lucien, le fils du contrôleur, joue au train électrique pendant que son papa met le petit Jésus dans la crèche. Il attend avec impatience le soir, parce qu'il a commandé au Père Noël, par l'intermédiaire de son oncle Mick, une très jolie gare pour son train électrique qui, pour l'instant, ne fait que tourner autour d'une pauvre vache qu'il a fabriquée avec 3 chewing-gums collés les uns aux autres et dont il a fait les yeux avec 2 crottes de nez patiemment roulées. Ah, Lucien est un sale môme. Mais il sait que de toute façon, quoi qu'il fasse, il aura sa gare. Bah oui, parce que Noël, aujourd'hui, c'est plus comme les Noëls d'autrefois. Bon, donner, recevoir, ça veut plus dire grand-chose. Alors il joue au train électrique. Valence, Valence, 3 minutes d'arrêt. Tous les connards des Andes. La mère de Lucien, qui est en train de repasser au salon, entend ça. Lucien, qu'est-ce que j'ai attendu de grossièreté, là? Attention, Lucien, hein? Encore une et je monte, hein? Et elle continue de repasser les slips de son mari. Lucien continue de jouer au train électrique. Avignon, Avignon, 2 minutes d'arrêt.
Tous les connards et les enfoirés descendent. Je monte. J'arrive au premier. Qu'est-ce que j'ai entendu, Lucien? Qu'est-ce que j'ai entendu? Tu as pas honte le jour de Noël? Non mais, fais attention, hein. J'entends encore une grossièreté et je te supprime ton train. Tu as compris? Oui, maman. Bon, garde-main, va. Oh, c'est pas vrai. Quelle agence. Et Lucien recommence à jouer. Toulon. 4 minutes d'arrêt. Tous les connards et les enfoirés, les PD descendent. Tiens, je t'ai entendu. C'est fini, je te supprime ton train. Tiens, voilà les rails, la locomotive, les wagons, je prends tout. Et qu'est-ce que tu m'as mis au milieu sur la moquette collée du show Winocom? Tu as pas honte, mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, ça file. C'est dégoûtant. C'est pas le show Winocom, c'était ma femme. Comment, c'est pas me faire la sirène? Tu es puni, tu me nettoies ça. Ah, c'est pas prêt, ça. Ah, mais c'est pas possible, le portrait de son père, hein. Il me sera jamais en paix. Ça suffit, Lucien. Tu m'estanques que les oreilles. Tu m'as fait la tête comme une cogourde. Alors tu arrêtes, hein? Une demi-heure, comme ça. Au bout d'une demi-heure, elle craque complètement. Bon, ça suffit, j'en ai marre. Tiens, je te le rends, ton train. Le voilà. Je te le rends, j'en peux plus de t'entendre crier. C'est pas vrai. Tu peux jouer, calme-toi. Bon, c'est pas possible. Je te préviens, Lucien. Tu peux jouer, mais si jamais je t'entends proférer encore une seule grossièreté, je téléphone tout de suite à ton oncle Mick, chez qui on va passer le réveillon ce soir, et je lui dis de dire au Père Noël de ne pas t'apporter ta gare, ni rien du tout. T'as compris? Oui, baba. Je ne le ferai plus. Bon. Allez, c'est Noël, Allez, fais-moi un béco, Ouh. Pas vrai, ça. À force de monter, de descendre, maintenant, moi, j'ai les pieds gonfles. Lucien rassemble ses rails, ses wagons, sa locomotive, qui vont continuer à tourner, mais cette fois, ce qu'il a essayé de reconstituer, c'est pas une vache avec ce qui reste, mais il a réussi qu'à faire un pauvre crapaud écrasé. Barsteil, terminus du train, tous les voyageurs descendent. On s'excuse pour cette demi-heure de retard due à une connasse. Alors aussitôt, la mère de Lucien saute sur le téléphone. Elle appelle Mick. Ça répond pas. Il a de la chance, tiens. C'est pas vrai. Où il est, ce Mick? Ah, où il est? Ben, il est parti faire des courses pour faire le repas du soir, évidemment. Il est dans sa voiture, dans le parking de l'Hyper, dans l'ambiance habituelle. Du style, j'attends quand il y en a un qui se barre, je vais prendre sa place. Tiens, voilà un type qui cherche ses clés. Où il les a trouvées? Il a même trouvé sa voiture. Ah, il ouvre le coffre, en faisant semblant de ne pas voir que je l'attends. Et voilà Mémé, avec un énorme caddie
rempli ras la gueule de foie gras, de dinde, de marron, de saumon fumé, de petites boîtes de caviar, de petites boîtes de copeaux de truffes, de moyens paquets de ceci, de grosses boîtes de cela. Et vas-y, que je te remplis le coffre, bien doucement, exprès pour faire chier le monde. Hein. Et qu'enfin mes mères et pépères ont rempli leur tas de ferraille, et qu'ils se le dégagent de là. Ah, il y a un type qui prend la place de Mick juste sous son nez. Ah bah non, attendez, que ça s'allait avant que la vie s'entendit qu'on... Hé, toi, que ça allait... Oh, ça allait... Une ambiance. Ah, on sent qu'on s'approche de la naissance de Jésus, hein. Enfin bon, au bout de 3 quarts d'heure, Mick trouve enfin une place pour sa voiture. Et quand après 2 heures de file d'attente aux caisses, il revient dans le parking avec son caddie, il voit dans une plate-bande, à 4 pattes, un pauvre type, un pauvre malheureux, en train de brouter de l'herbe gelée. Alors, malgré tout cet énervement, malgré le ras-le-bol de tout ce bordel, Mick est touché par la grâce. Il se penche vers ce pauvre homme. Mais monsieur, mais relevez-vous, relevez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, monsieur, vous voyez bien, je suis un pauvre malheureux. J'ai rien à manger, alors je broute. Ah non, monsieur, c'est pas possible. Ah non, je peux pas vous laisser faire ça un soir de réveillon, non. Allez, venez à la maison. On va manger ensemble. Non, monsieur, c'est gentil, mais vous savez, je suis pas tout seul. Bah, vous avez une femme, bien sûr. Mais et alors, amenez-la. J'ai un dîner de famille, qu'il y en a pour 6, il y en a pour 8. Allez, venez à la maison. Et les enfants? J'en ai 7. Et alors? Mais Noël, c'est la fête des enfants. Allez, amenez-les, amenez-les. Mais on partagera tout. Monsieur, non, je peux pas accepter. Parce que j'ai aussi mon oncle, ma tante, ma grand-mère et le frère de ma femme. Mais vous aurez jamais assez à manger pour tout ce monde-là. Mais si. Mais si. Mais si, mais si. Allez, venez à la maison, venez. Mais vous verrez, dans mon jardin, l'herbe est haute comme ça. Noël est fini. Mick a retrouvé son bureau de production. Ah oui, parce qu'il est producteur de télévision. Eh oui. Ah, il aimerait bien qu'une chaîne l'appelle pour lui commander une série comique avec des rires préenregistrés. Pas difficile à faire, vous avez vu. Mais rien. Et un jour, le téléphone sonne. Allô? C'est le célèbre animateur des dimanches télévisuels. Allô? Bonjour, Mick. Je vous appelle parce que j'ai besoin dans mon émission d'un numéro de cirque exceptionnel, du jamais vu. Je compte sur vous pour me le trouver, et si mon émission est réussie, si mon audience augmente, si mon veille, je parlerai de vous à la chaîne et vous aurez une tranche de programme. Ah, c'est le bonheur! L'espoir renaît en Mick. Il se met aussitôt à la recherche d'un numéro de cirque exceptionnel, du jamais vu. Il reçoit tous les plus grands artistes. Vumba l'hindou, qui jongle avec des éléphants. Boum, l'eau, beau, ah. Gédéon GDF. Le pétomane cracheur de feu. Vouf. Les clowns Bala et Chichi. Écoutez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, aïe. Et Pépère, le morpion funambule, qui marche sur un poil de cul tendu entre 2 allumettes. Tadine.
Rien ne lui plaît. Rien. Alors la journée va finir tristement pour Mick, qui se voit déjà en train d'annoncer son épouvantable échec au célèbre animateur des dimanches télévisuels, quand brusquement, un type en anorak bleu avec un col de fourrure en polyuréthane sauvage entre dans le bureau en tirant un grand coffre. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Mick. Je m'appelle Irkoutsk. Je suis Esquimau. Je viens vous présenter un grand numéro Esquimau. Mick n'y croit plus. Un grand numéro Esquimau. Et c'est quoi ton numéro Esquimau? Tu te plantes un bâton dans le trou fignon, tu t'enfermes dans le frigo? Pas du tout, monsieur Mick. Regardez. Il ouvre son grand coffre et il en sort une otarie, blaf, et un pingouin. Voici Amanda l'Otari et Albert le pingouin. Amanda, dis bonjour à monsieur Mick. Et l'otarie dit bonjour. Albert le pingouin, dis bonjour à monsieur Mick. Le pingouin. Ouais, bon alors, bah qu'est-ce qu'elles font tes bestioles? Vous allez voir, monsieur Mick. L'Otari joue du piano. Allez, Amanda, va derrière le piano que tu vois là-bas et joue pour monsieur Mick. Montre ton talent. L'otarie va derrière le piano. Ouais, bon, c'est pas mal, ouais, bon. Ouais. C'est pas mal, oui, c'est pas mal. Bah, qu'est-ce qu'il fait, le pingouin? Monsieur Mick, vous allez voir. Le pingouin, il chante. Albert, saute sur le piano et chante pour monsieur Mick. Le pingouin saute sur le piano. Che tabellera il Bravo, bravo. Oh, c'est extraordinaire. Mais c'est ça, Irkoutsk, ça, le numéro que je cherchais. Oh, c'est fabuleux. Oh, ça va plaire au célèbre animateur des dimanches télévisuels. Oh, oh. Il va même pouvoir chanter en duo avec le pingouin. Cherchons plus, c'est d'accord? Je signe tout de suite avec vous le contrat d'engagement. Allez. Et Mick sort les papiers. Le contrat, on signe, et vas-y. Et on sort le champagne. Et on jette des poissons aux animaux. Hop. Et on trinque. Ding. À votre succès, Irkoutsk. Dites-moi, Irkoutsk, venez voir. Bon, maintenant qu'on a signé le contrat, là, vous craignez plus rien? Ah, vous pouvez me le dire. Il y a un truc dans votre numéro, là. Oh, monsieur Mick. Oui, il y a un truc. Le pingouin ne chante pas. C'est l'Otari qui est ventriloque. Ambiance cuisine,
dur. Voilà. Allez. Tu peux m'envoyer un peu de fumée, c'est une fumée, une usine, toujours de la fumée. Hop, 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 hop. Eh, ah ça, il y a un truc qu'il a jamais, ça, c'est sûr. Ça, il y a un truc qu'il a pas. T'as pas de la soudure à l'arc, des fois? Oh, ouais, d'accord. Bon. Mais il a de la soudure à l'arc, ce garçon. Mais c'est une flèche, ce garçon. Joao Gomez est tournegluteur sur bidouilleuse à crépitement moléculaire. C'est un travail très dur. Car Joao est soumis aux vibrations continuelles de la machine. Je vous explique ce qu'est le tourneglutage. Regardez bien le détail. J'explique. Soyez bien attentifs. Lorsque le glute sort, glute, il faut le tourner en bidouillant. Puis le passer au crépitement moléculaire. Et enfin, l'extraire en quinconce. Toute la journée comme ça. Hein. Glute. Glute. C'est la cadence du matin, ça. L'après-midi, il faut aller plus vite. Glute. 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 Ça provoque dans le dos et dans la tête de Joao des douleurs épouvantables. Il a bien essayé de trouver un autre emploi, mais on lui a proposé qu'une place de fraiseur dans une sucrerie. Alors il continue de tournegluter sur sa bidouilleuse à crépitement moléculaire. Glute. 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 Mais les douleurs dans la tête et dans le dos se font plus poignantes, plus insistantes. Alors, Joao a décidé de prendre rendez-vous avec le docteur Radius, le médecin de l'usine. Un matin, il va le voir. Oui, entrez. Bonjour, docteur. Je viens vous voir parce que j'ai mal à la tête, j'ai mal dans le dos. Bon, ben on va voir ça tout de suite. Tu es habillez-vous et asseyez-vous. Alors, Joao se déshabille. Il s'assied face au médecin qui aussitôt lui enfonce ses pouces dans les arcades sourcilières. Oh! Oh, mais ça fait mal! C'est normal. Ça, c'est de la sinusite que vous avez. Qu'est-ce que j'ai? De la sinusite dans la tête. Oh! Bon, allez, levez-vous, tournez-vous et inclinez-vous. On va voir ce dos. Allons-y. Oh! Oh, mais ça fait mal! Ah oui, ça c'est un très beau cas de hernie discale, là. Qu'est-ce que j'ai dans le dos? Une hernie discale. Bon, vous avez un disque, là, qui est en train de sortir, vous voyez? Bon, rhabillez-vous, vous reviendrez me voir demain, on passera une radio. Alors Joao se rhabille et sort du cabinet du médecin dans un état de joie qui illumine son beau visage lusitanien, usé et tanné par tant d'années de tourneglutage. Aussitôt, il appelle ses camarades de travail. « Eh, les copains, venez voir les copains, Les copains arrivent. « Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Joao? Pourquoi tu cries comme ça? Ah! Dans l'usine. Oh, les copains, regardez. Je vais couper la bidouilleuse à crépitement moléculaire. Fini. » L'autre copain regarde ça. « Ouais, ça va, j'ai coupé sa bidouilleuse, l'autre con. Non, mais t'es malade, quoi, ou merde, sans blague. Pourquoi t'as fait ça? T'as pété un plomb?
Maman, je vais pas péter une plume. Je finis, je reviens plus à l'usine. Quoi? Tu reviens pas à l'usine? Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire comme travail? Hein? Je vais devenir une vedette de show business. Quoi? Une vedette de show business? Ah, là, t'as pas coupé qu'il y a la bidouilleuse. Hein? Pourquoi tu dis ça? Mais c'est le médecin qui me l'a dit. Il m'a dit que j'ai 6 musiques dans la tête, un disque qui va sortir, et demain, je passe à la radio. Alors ce n'était donc pas la dernière. Eh non. Encore une autre? Oui. Je range. On va replier les Gaules, voilà. Ce qu'on va faire, on va replier. Hein. Comme ça, on n'aura pas de mauvaise humeur après. Voilà. C'est fini. Tiens, une de mes préférées. Salomon Bénichou rentre du bureau. Rebecca, ma femme, où tu es? Je suis dans la cuisine. Rebecca, bon anniversaire. Oh, Salomon, oh, tu y as pensé. Oh, ça, c'est gentil. Et en plus, Rebecca, je te sors. C'est vrai? Tu me sors à moi? Oh mon Dieu! Oh, c'est pas possible! Oh, que je suis content! Oh, Salomon, je vais mettre ma plus jolie robe, celle que j'avais pour le mariage de Jézabel. Et moi, je vais mettre le costume, avec le nœud papillon. Salomon, écoute, pourquoi tu mets un papillon? Moi, je t'ai acheté 2 cravates, une à pois, une à rayures. Tu les mets jamais. Pourquoi elles te plaisent pas? Mais si, mais je préfère le papillon ce soir. Ah, je comprends. C'est les rayures qui te plaisent pas, hein? Mais si. Ah oui, alors c'est les pois qui te plaisent pas. Mais non. Alors Salomon, s'il te plaît, tu mets une cravate, pas un papillon. Tu es pas une fleur, tu es un homme. D'accord. Je mets une cravate. Aïe. Cravate, où elles sont? Voilà. Cravate à pois, cravate à rayures, laquelle je vais mettre. Cravate à pois. Et voilà. Salomon, dis-moi, où tu m'emmènes? Ah, c'est une surprise. Bon, c'est une boîte de nuit. Moi, je suis jamais allé, mais mes copains au bureau, ils m'ont dit que c'était la plus belle boîte de nuit de Paris. Et voilà. Salomon. Tu as mis la cravate à pois. Pourquoi la rayure ne te plaît pas? Là, ils prennent un taxi. Ils vont dans Paris, ils arrivent devant la boîte de nuit. Oh, Rebecca est radieuse. Et c'est la première fois que Salomon l'emmène quelque part. Et c'est beau. Il y a des néons qui clignotent. Sur le trottoir, il y a des femmes qui papotent. Des messieurs qui les plottent. Ils arrivent devant la porte.
Il y a un petit Judas. Tu as vu? Bonsoir, Judas. La porte s'ouvre. C'est un gros videur qui les accueille. Bonsoir, monsieur Bénichou. Ça me fait plaisir de vous revoir. Salomon, mais tu m'as dit que tu n'étais jamais venu ici. Eh non, pourquoi tu dis ça? Mais il t'appelle monsieur Bénichou. Et alors? Oh, tu sais, des Bénichou, il y en a, hein? Allez, Rebecca, reste pas dehors, tu vas attraper la mort. Pour ton anniversaire, ce serait bête, hein? Pourquoi tu n'es pas venu au mois de mai, toi? Aïe, 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 aïe. Il rentre dans la boîte de nuit et il tombe sur le maître d'hôtel. Bonsoir, monsieur Bénichou. Décidément, vous y prenez goût, hein? Salomon, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'en sais rien, moi. Monsieur Bénichou, par ici, s'il vous plaît. Je vous donne la plus belle table, celle qui est juste devant la scène, comme d'habitude, naturellement. Salomon, comme d'habitude. Rebecca, ma chérie, assieds-toi. Voilà, tu vois, si tu es bien. Je te dis que je suis jamais venu dans cette boîte de nuit. Écoute, ma chérie, je te sors parce que c'est ton anniversaire, pas le mien. Alors s'il y a quelque chose qui te plaît pas, tu le dis tout de suite et on rentre à la maison. Et bam, il se cogne dans le garçon qui a porté un seau à champagne avec une bouteille et 2 flûtes. Eh ben, doucement, monsieur Bénichou, voyons. Ben, vous avez failli en faire du joli. Le Dom Pérignon 85, votre champagne préféré. Alors voilà un bon champagne de qualité, là. Pas un champagne de merde. Puis c'est ma dernière bouteille, vous m'avez tout bu. Salomon, tu m'as menti, tu es déjà venu ici. Rebecca. Écoute-moi. On est dans la plus belle boîte de nuit de Paris. On a la plus belle table de la boîte. On boit le meilleur champagne. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu nous pourris la vie. Alors, Rebecca, écoute-moi, je te jure, sur la tête de ma mère, que jamais je suis venu ici dans cette boîte de nuit. Alors, bois ton champagne et bon anniversaire. Le rideau s'ouvre. Musique, paillettes. Les danseuses viennent agiter leur jambon à résille au son des maracas. Paris nichon, Paris croupillon, Paris cochon, Oh, Salomon s'amuse comme un petit fou. Rebecca commence à se détendre. Quand brusquement, la stripteaseuse entre en scène. Et elle commence à faire tourner son petit string rouge autour de son doigt. C'est pour qui la petite culotte? Toute la salle. Bénéchou. Salomon! Rebecca, folle de rage, se lève. Elle jette son verre de champagne à la tête de son mari. Sac! Oh, tu m'as humilié devant tout le monde. Je ne veux plus jamais te revoir. Oh. Et elle sort comme une furie de la boîte de nuit. Oh, mon Dieu. Taxi! Pendant ce temps-là, dans la boîte, Salomon paye à toute vitesse. Il retire le string rouge de sur sa tête. Il court après sa femme. Rebecca! Il sort de la boîte. Le taxi est encore là. Il ouvre la porte arrière, se jette sur la banquette. Blum. Rebecca, je t'en supplie de me croire. Mais que je meure à l'instant si je mens. Non. Jamais je suis venu dans cette boîte de nuit. Tais-toi, Salomon, tais-toi. Tu es une ordure. Tu es la honte de ta race. Je te vomis. Tu as crachat de blatte. Une diarrhée de porc. Oh, le chauffeur de taxi, il entend ça. Il regarde dans le rétro. Ah bah dites donc, monsieur Bénichou. Ah, on en a raccompagné des salopes tous les deux, hein. Ah mais, des vulgaires comme celle-là, jamais.
J'ai piqué sa télécommande et je me suis redonné forme humaine. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Oh, ben vous voilà, vous. Ah ben, dites donc, alors, votre femme vous cherche depuis toute l'après-midi, là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ben, posez-vous ici. Je vais vous redonner forme humaine. Mais qu'est-ce que j'ai tripoté, moi? Oh non, pas ça, non!